tout à l'heure, François Vulliot évoquait le fait que Gouberville avait vécu une période de grande mutation économique. C'est vrai aussi que c'était une période de mutation politique et de mutation religieuse, mais c'est vrai encore sur le plan de la linguistique. Gouberville a vécu à une époque où la langue française connaît de grands changements, de grandes mutations, que ce soit la langue écrite ou que ce soit la langue orale. Et on va retrouver cela dans son ouvrage, dans ses travaux. Il est le témoin de cette période de grande mutation. La première des mutations qu'on peut évoquer, c'est le fait que, au milieu du XVIe siècle, François Ier va officialiser la langue française en tant qu'instrument du pouvoir politique. Lorsque Gilles Picot commence la rédaction de son livre de mise et recettes, le 25 mars 1549, cela fait exactement 10 ans que le roi François Ier a fait promulguer ses ordonnances royaux sur le fait de la justice et abréviation des procès par tout le royaume de France, ce que l'on abrège généralement sous le nom d'ordonnance de Villers-Cotterêts, puisque c'est dans cette ville, le 25 août 1539, que ces édits ont été pris, que cette ordonnance a été fixée. Il y a un grand nombre de dispositions qui sont relatives à la gestion et à l'administration du royaume, qui figurent dans ces ordonnances royaux. Et parmi celles-ci, il y en a quelques-unes qui revêtent une importance particulière parce qu'elles ont encore des conséquences aujourd'hui. La première, le premier fait, ce sont les ordonnances 50 à 56 qui établissent que les naissances et les décès doivent être inscrits sur des registres paroissiaux ainsi que sur les sépultures. Et c'est donc l'origine de ce qui deviendra l'état civil et aussi le fait qu'on retrouve toujours les noms sur les tombes aujourd'hui dans les cimetières. D'autre part, les ordonnances 110 et 111, que vous avez sous les yeux, donnent obligation de prononcer, enregistrer et délivrer tous les actes officiels et de justice en langage maternel français. Alors vous avez ici le texte, que vous arrivez peut-être à lire, dans lequel il est dit que nous devions avoir que les arrêts soient clairs et entendibles, et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des dits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à en demander interprétation. Et il complète en disant « Dorénavant, tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. » C'est donc une sorte d'acte de naissance officiel du français en tant que langue du royaume. Ces dispositions sont considérées aujourd'hui comme le plus ancien texte législatif français parce qu'elles sont encore en vigueur. On a peut-être tendance à l'oublier, mais en vérité, elles n'ont jamais été abrogées, donc elles sont toujours en vigueur. Ce qu'on a peut-être tendance à oublier à une période où le franglais ou le globish ont tendance à s'imposer un petit peu. En vérité, tout le monde a retenu cette date des ordonnances de Villers-Cotterêts de 1539. François Ier n'innove pas vraiment. Avant lui, d'autres souverains, Charles VIII, Louis XII en particulier, ont pris des dispositions similaires et agi dans le même sens, mais ce qui va aussi, en vérité, dans le sens d'une évolution normale de la langue, parce que depuis 3 siècles au moins, depuis le début du XIIIe siècle, d'abord lentement, puis avec une accélération progressive au XIVe siècle, et ensuite au XVe siècle, eh bien, la langue vulgaire va s'imposer dans les actes officiels, dans les actes juridiques, et va remplacer le latin. Alors c'est vrai dans les juridictions qui sont laïques, c'est un peu moins vrai dans les juridictions ecclésiastiques, mais néanmoins, c'est un fait général. On l'a constaté au cours de l'histoire de la langue dans l'ensemble du royaume, et c'est vrai aussi dans le territoire où se trouve Gouberville,
Julie Fontanelle, dans sa thèse, a constaté la même évolution. Le premier acte en français dans le diocèse de Coutances date de 1278. On évoquait tout à l'heure la date de 1278. C'est le premier acte en français dans le diocèse de Coutances. Et cette langue française va s'imposer au fur et à mesure des XIIIe, XIVe siècles. Et au XVe et XVIe siècle, on ne trouve plus dans les actes de l'évêque de Coutances qu'un seul acte qui est rédigé en latin. Et donc on voit bien que dans la langue écrite, la langue officielle, il y a un mouvement naturel à ce que la langue vulgaire remplace le latin, et l'édit de Villers-Cotterêts, enfin l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est en fait une sorte d'officialisation d'un mouvement qui est déjà très très actif. Dans la langue orale aussi, il y a à l'époque de Gouberville beaucoup de mutations, beaucoup de changements. La même année que l'ordonnance du Villers-Cotterêts, en 1539, va paraître le premier dictionnaire qui peut être qualifié de langue française. Vous l'avez sous les yeux, c'est le dictionnaire français latin, autrement dit les mots français, avec les manières d'user disseux tournés en latin. C'est un dictionnaire qui est écrit par Robert Estienne, une famille très importante dans l'histoire de la langue française. Précisément au moment où Gouberville commence à écrire son livre de recettes, mise et recettes, il y a une deuxième édition, revue et augmentée de moitié, qui est publiée par Robert Estienne, 1549. Dans l'esprit de son auteur, elle a pour but de servir à tous et de fixer une sorte de modèle d'orthographe. Je rappelle qu'à cette période, l'orthographe est un mot qui n'existe pas. L'orthographe n'existe pas dans la langue française. Il y a des usages graphiques, il y a des habitudes, il y a même des habitudes régionales, mais il n'y a pas d'orthographe en tant que telle. Il n'y a pas une norme, il n'y a pas une règle. Et dans l'esprit d'Étienne, son ouvrage, son dictionnaire français-latin, est de justement commencer à fixer une norme qui va pouvoir s'appliquer. Évidemment, c'est une langue qui, même le titre l'indique, s'inspire très fortement du latin, puisque le français est une langue romane, elle vient du latin, et donc pour les savants, les lettrés de l'époque, on s'inspire évidemment beaucoup du latin. Alors l'ouvrage d'Étienne aura un fort impact dans les écoles, les universités, les milieux savants et administratifs, mais beaucoup moins dans les milieux littéraires, dans les milieux mondains. Cette même année 1549, décidément très productive sur un plan linguistique, paraît la Défense et illustration de la langue française, qui est une sorte de manifeste des poètes de la Pléiade, rédigé par Joachim du Bellay. L'ouvrage encourage les écrivains à employer le français plutôt que le latin ou le grec, même si son auteur reconnaît que la langue française n'est pas aussi illustre ni riche que ses modèles antiques, le latin et le grec, mais qu'il est facile de l'enrichir. Pour enrichir la langue française, l'auteur propose de sortir de l'oubli des mots qui sont devenus archaïques, des mots un peu désuets, de multiplier les emprunts aux autres langues, mais aussi aux dialectes, et de créer des néologismes par composition, par dérivation. Pierre de Ronsard, qui est l'un des poètes de la Pléiade, ami proche de du Bellay, partage évidemment ses idées. Il les exprimera lui aussi en 1565 dans un abrégé de l'art poétique français. Et sur le modèle de ces intellectuels, la langue française, orale et écrite, va donc connaître des évolutions importantes. Depuis la fin du XIIIe, l'usage du français parlé à la cour influence la langue pratiquée dans les provinces. C'est un effet qui se fait ressentir surtout dans la langue écrite et assez faiblement dans la langue orale. Au XVIe siècle, la Renaissance, italienne bien sûr, à cette époque, développe en France un renouveau d'intérêt pour la civilisation et les lettres antiques. Donc, les traductions d'œuvres latines et grecques vont se multiplier tout au long du siècle, mais les traducteurs vont être confrontés à un certain embarras. Le latin qu'ils découvrent dans les textes originaux ne correspond pas à celui qui leur a été enseigné. Donc il y a une sorte d'incohérence
entre ce qu'ils découvrent dans les textes antiques originels et ce qu'on leur a appris. Loin d'être une langue morte à l'époque, le latin est demeuré une langue vivante, c'est la langue des savants, et ça a été la langue officielle, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'en 1539. Mais en même temps, c'est un latin qui a évolué lui aussi, dont la grammaire s'est calquée sur la langue vulgaire, dont la prononciation a évolué elle aussi, et dans laquelle on a une multitude également d'emprunts qui ont été latinisés. Alors conscient de cette distorsion, et en même temps fasciné par le style antique originel qui leur sert d'idéal, tout au moins qu'ils idéalisent, les humanistes du XIVe siècle, des années 1380-1420, qui sont amoureux des élégances épistolaires d'un Cicéron, ou de la langue de Sénèque, ou de la langue de Pline, vont engager un mouvement de relatinisation de la langue française, mais également de relatinisation du latin en quelque sorte. Et ce mouvement va être poursuivi par les humanistes du XVIe siècle, comme par exemple Erasme. Alors les conséquences sont très nombreuses. La première, c'est que paradoxalement, le latin va susciter l'apparition d'une foule de mots nouveaux en français, bien souvent des mots qui sont calqués sur le latin et qui vont faire des doublés avec des mots déjà existants. Par exemple, recuperare en latin avait donné en français recouvrer, et on va recréer récupérer sur le modèle latin. Et donc on va garder deux mots dans la langue française qui sont issus de la même origine latine. On appelle ça des doublés. Autre conséquence, le latin classique, qui va être restauré en quelque sorte, devient si complexe pour des gens qui ne l'ont pas appris de cette façon, qu'il devient désormais difficile à être maîtrisé, ce qui va provoquer sa désaffection et son évolution vers une langue morte. Autre conséquence encore, à l'initiative d'Erasme et de ses amis, le français va subir une évolution de sa prononciation. Il y a notamment une querelle fort célèbre qui s'appelle la querelle des ouistes et des non-ouistes, puisqu'en fait, les mots du français qui étaient issus d'un O long, d'un O bref, d'un OU bref en latin ou d'une diphtongue AU, avaient tous abouti à un OU à partir du XIIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, dès le XIIe siècle on peut dire, avaient abouti à OU. Or, les savants de l'époque, les lettrés de l'époque, disent oui mais en latin c'était un O. Et donc ils vont avoir la volonté de restituer le O originel du latin dans des mots qui désormais se prononçaient OU. Et c'est ainsi que l'on va avoir la coulombe qui va redevenir la colombe, que l'on va avoir d'autres mots qui ne changeront pas eux. Par exemple, le latin corona avait donné la couronne, et bien on va garder couronne. On le prononce toujours couronne aujourd'hui. Mais la colomba, qui était devenue la coulombe, elle va devenir colombe, suite à ce mouvement de relatinisation. Et donc on va avoir une hésitation dans la langue française à cette époque sur cette querelle des ouistes et des non-ouistes. Faut-il garder un OU, faut-il revenir à O? Et la langue va hésiter énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore en français, vous n'avez pas de cohérence. Et à l'époque, Gouberville non plus. Il suit ce mouvement-là. Une autre conséquence aussi, c'est la généralisation de graphie étymologique, où l'on va reprendre des lettres qui sont héritées du latin. Alors, on va voir que la graphie va s'enrichir de considérablement de lettres, comme des Y, comme des... Alors, il y a un autre avantage, hein. Quand on utilise un Y, ça permet de ne pas avoir de confusion qu'on pourrait avoir avec un I, avec les lettres qui voisinent, comme par exemple un U, un N, un M, un V. On a des jambages qui deviennent compliqués et sur lesquels on peut avoir des confusions. Quand on utilise un Y, il n'y a plus de confusion. Et il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on n'a pas encore fait la différence entre un I voyelle et un J consonne. Les deux sont écrits sous la forme d'un I. On n'a pas encore fait de différence entre un U voyelle et un V consonne. On écrit les deux avec un V. Donc c'est vrai que les confusions étaient très nombreuses. Réintroduire des lettres savantes, des lettres grecques, par exemple, c'est le moyen aussi d'éviter des confusions. Donc on va multiplier les graphies comme par exemple des TH, des PH, des RH,
qui peuvent être étymologiques, dans certaines fois, venir du grec, et puis d'autres fois pas du tout, mais qui vont être des graphies discriminantes, qui vont éviter les confusions. Et bien évidemment, on va retrouver cela sous la plume de Gouberville. Et puis, du fait des relations entretenues avec l'Italie, 3 rois de France vont aller faire la guerre en Italie, deux jeunes filles issues de la famille de Médicis vont épouser des souverains français, donc le XVIe siècle va aussi être très très marqué par l'influence de l'Italie et les emprunts à l'italien. Donc ce sont ces très larges influences qui vont modifier la langue française au XVIe siècle. Les grammairiens, les lexicographes, les imprimeurs du XVIe siècle vont faire face différemment, diversement, face à ces mutations, à ces mouvements. Louis Maigret, dans le traité de la grand-mère françoise fait par Louis Maigret, qui date de 1550, que vous voyez à l'écran, va tenter d'imposer une orthographe phonétique. Mais évidemment, il va se heurter à de nombreuses oppositions, à commencer par Jacques Lepelletier du Mans. Honorat Rambaud, lui aussi, va essayer de proposer une orthographe calquée sur la prononciation. Ça va s'appeler la déclaration des abus que l'on commet en écrivant et le moyen de les éviter, de représenter naïvement les paroles, ce que jamais on n'a fait. C'est ce que vous avez à l'écran comme ouvrage. Il considère qu'il faut augmenter le nombre de lettres latines si l'on veut transcrire correctement les sons du français. Et on sait qu'en français, on a actuellement, en français moderne, on a 36 sons et on n'a pas le nombre de lettres correspondantes, d'où des confusions possibles. Donc il dit qu'il faut rajouter des lettres. Donc Rambaud, dans son traité qui fait 351 pages, va proposer 24 lettres nouvelles. On va arriver jusqu'à un total de 52 lettres possibles. Un peu complexe, hein. Donc évidemment, ça n'aura pas d'effet. Et puis, rédigé en 1562, l'année où va s'interrompre le livre de raison de Gilles Picot, la grand-mère de Pierre de la Ramée, qui admirait Maigret, se veut un dialogue pédagogique entre un maître et son élève, et elle va proposer des réformes grammaticales en distinguant, ce que je disais tout à l'heure, le U et le V, le I et le J. Et c'est également Pierre de la Ramée qui va imposer des accents sur le E, permettant de distinguer le E fermé avec un accent aigu, et puis le E ouvert avec un accent grave. L'accent circonflexe, lui, viendra plus tard, beaucoup plus tard. Et puis de leur côté, vous avez une tendance contraire, j'ai envie de dire, parce que là on a plutôt vers des simplifications, une tendance quasiment contraire, c'est que les ouvriers imprimeurs, eux, sont plutôt favorables aux graphies étymologiques. C'est très simple, ils sont payés à la ligne, et donc plus il y a de lettres, plus il y a de lignes, et mieux ils sont payés. Donc eux ne sont pas trop favorables à un mouvement de simplification. Les imprimeurs qui préfèrent des graphies proches de la prononciation, il en existe, c'est comme par exemple Geoffroy Tory ou encore Étienne Dolé, mais ils sont relativement rares. Donc on le voit, on a un contexte linguistique qui est plutôt complexe et tourmenté, et c'est dans ce contexte que Gilles Picot saisit sa plume en 1549. Alors évidemment, on va voir que sa propre manière de parler, ça c'est la grammaire donc, de Pierre de la Ramée, la langue utilisée par Gouberville est le témoin de toutes les tendances qui se font jour à son époque et que j'évoquais précédemment. Gilles Picot de Gouberville est un conservateur, mais c'est aussi un instruit. Donc c'est plutôt un instruit assez conservateur. On ne sait pas précisément quelle a été la formation intellectuelle de Gilles de Gouberville. À 4 reprises dans son livre de raison, il mentionne notre maître textoris, qui laisse supposer que sa formation intellectuelle initiale a été assurée par un dénommé Tissier ou Tessier, sans doute un moine au couvent des Augustins à Barfleur, comme le contexte du 12 novembre 1552 permet de le comprendre. Et puis, il y a une phrase qui est écrite le 29 mars 1561, qui dit « Après que je fus venu à Russie, j'allais la jouer et penchon avec moi chez le sieur de Russie à Sens, voir son frère, le sieur de Cléronde, mon compagnon d'école,
que je n'avais point vu depuis l'année 1530. Et là, il est mention d'une école, et il est mention d'un compagnon d'école. Alors Tolmer imagine que Gouberville a poursuivi des études à Caen ou à Paris, et que c'est là qu'il a connu le sieur de Cléronde. Mais si on fait le calcul de l'âge, ça paraît peu probable. Le sieur de Cléronde, originaire du Bessin, donc, et Gilles n'ont sans doute pas été à Paris, élèves, ou même à Caen, avant 1530, parce que ce serait avant l'âge de 9 ans. Or, 9 ans, c'est précisément l'âge des petites écoles. Donc c'est peut-être plutôt opportun d'imaginer que Gilles de Gouberville a été confié par son père à son oncle, curé de Russie, et que c'est à Russie qu'il a été aux petites écoles et qu'il a eu sa formation intellectuelle initiale, assurée peut-être par son oncle, et puis ensuite par Tessier, et que c'est ainsi, dans une formation initiale aux petites écoles à Russie, dans le Bessin, qu'il a connu le sieur de Cléronde et qu'il l'a fréquenté sur les bancs d'école. Quoi qu'il en soit, Gilles a reçu une solide instruction de base, en latin et en français, comme cela se pratiquait alors pour les enfants de la noblesse. Il a, selon toute vraisemblance, appris à lire et à écrire en latin, puisque la progression du français dans les établissements scolaires ne débutera que dans les années 1550. Et puis ensuite, une formation en français, on le pratiquait ainsi dans les petites écoles, formation en français pour les élèves les moins destinés à poursuivre des études, et puis spécialisation en latin pour les élèves qui ont une formation intellectuelle plus importante. C'est le cas de Gilles de Gouberville. Cela dit, soyons clairs, ça a été dit tout à l'heure par Jacqueline Vatel, Gilles Picot n'est pas Michel Équin de Montagne, dont vous avez le portrait ici. Montagne raconte dans les essais qu'il n'a appris le français qu'à l'âge de 6 ans, puisqu'il a été élevé par un précepteur tudesque, un Allemand, qui ne s'adressait à lui qu'en latin. Et donc il n'a découvert la langue française qu'à l'âge de 6 ans. Donc Gouberville, ce n'est pas cela, clairement, c'est pas ça. Il n'empêche qu'il reçoit une très très bonne formation intellectuelle, même si c'est évidemment pas celle de Montaigne. Je précise que Robert Étienne, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le même cas que Montaigne. Là, dans la famille Étienne, on élevait les enfants en latin et ils n'apprenaient le français que dans un deuxième temps. Donc, pour être clair, sans doute est-il dans cette situation-là. Il appartient à une minorité qui est capable de maîtriser le français, alors que certains linguistes estiment qu'à l'époque, seulement 1/50 de la population était capable de le faire. Il l'emploie dans le cadre de son office de lieutenant du roi aux eaux et forêts, et avec les membres de la noblesse qu'il côtoie, certainement, comme par exemple avec Madame d'Étouteville ou avec Thomas Laguette, vicomte de Valogne. Mais au quotidien, avec ses proches, avec les paysans, avec les artisans, il utilise une forme dialectale, c'est-à-dire le patois. Et nous verrons que dans son livre de raison, alors qu'il essaie de pratiquer un français parfaitement normé, celui de la cour, eh bien, il va lui échapper des formes dialectales, des formes régionales. Donc, Gouberville est soumis, comme tous les membres de la petite élite rurale à laquelle il appartient, il est soumis à 3 normes concurrentes, la supranorme latine, la norme française et l'infranorme dialectale. Donc il est à l'interface de différentes formes de la langue. Nous avons également une petite idée de ce que pouvait être la bibliothèque de Gilles de Gouberville, de la même façon qu'on sait aussi qu'il connaissait un peu l'alphabet grec. Alors je ne vais pas développer ici, il utilise des lettres grecques dans son journal, pour généralement transcrire des choses qu'il ne veut pas qu'ils soient lues par d'autres, ce qui veut dire aussi que sans doute dans son esprit, son livre de mise et recettes pouvait passer sous les yeux d'autres personnes que les siennes, que sous ses propres yeux, ce qui est plutôt intéressant. Alors, je ne vais pas développer parce que Marcel Roupsard, dans la nouvelle édition du journal, a fait une analyse fine et complète de l'alphabet grec tel qu'il est utilisé par Gilles de Gouberville et du code personnel qu'il a élaboré. Je vous renvoie donc aux travaux de Marcel.
Je disais, on sait donc à peu près quelle est la bibliothèque de Gouberville. On sait par exemple qu'il connaît le Prince de Nicolas Machiavel, et il le connaît alors même qu'il vient d'être traduit en français. Il cite l'ouvrage le 8 août 1553. Si vous regardez la date de l'édition, la première édition en français du Prince de Nicolas Machiavel, c'est 1553. Donc dès l'année de parution, il a l'ouvrage entre les mains. De la même façon, on sait qu'il utilise la traduction en français des leçons de Pierre Messy. Il semble le posséder en 1555. La traduction en français date de 1552. Donc encore une fois, c'est un ouvrage récent. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on est dans les provinces, dans la campagne, il n'y a pas une diffusion large du savoir et de l'érudition. Et on sait aussi qu'il va lire les Amadis des Gaules à ses proches, le 6 février 1554. Il dit au soir toute la vébrée, nous lûmes en Amadis de Gaulle, comme il vainquit d'Ardun. Donc voilà, Gouberville a aussi une riche bibliothèque, il a aussi accès à des ouvrages qui viennent de paraître, il se tient au courant de la production littéraire. La pratique de la langue écrite de Gilles de Gouberville est plutôt conservatrice, je le disais tout à l'heure. Si l'on prend les quelques clichés que l'on peut avoir de son texte, on va constater que, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il utilise beaucoup de lettres étymologisantes. Le graphème Y est partout présent, vous le voyez. Les jambages dans l'écriture de Gilles de Gouberville rythment la langue. Les Y, les S longs, je rappelle qu'à l'époque on a des S petits et des S longs. Les F, les P, tous ces jambages rythment en quelque sorte l'écriture. L'article indéfini masculin singulier, un, est toujours pourvu d'un G final, qui est discriminant, qui encore une fois permet d'éviter des confusions. Et on a beaucoup de lettres qui sont étymologiques, qui ne sont absolument pas prononcées à l'époque, ou qui sont réintroduites de manière savante, parce qu'elles ont aussi un effet esthétique et un effet discriminant. C'est ainsi que, par exemple, dans la langue de Gilles de Gouberville, le verbe devoir, devoir, va s'écrire BV, parce que, évidemment, Gouberville sait que ça vient du latin debere. Il y avait donc un B originellement en latin, et on le réintroduit en français. De la même façon, il écrit écrire avec un P, P-R-E à la fin, parce qu'il sait que le participe passé du verbe latin scribere, c'est scriptum avec un P. Donc on réintroduit un P étymologique, mais qui est muet. C'est juste graphique. Il écrit les pré, P-R-A-I-T-Z, parce qu'il sait que ça vient du latin pratum, et qu'il y avait un T à l'origine, et un A originellement aussi, qui a diphtongué. Donc on a des graphies qui sont étymologisantes, mais c'est la tendance, on l'a vu tout à l'heure, de l'époque. Et c'est le moyen aussi pour lui de montrer qu'il est allé à l'école, il maîtrise les choses. On a aussi des L qui sont réintroduits, comme c'est la tendance au moyen français, lorsqu'il y a eu des phénomènes de vocalisation, donc il écrit O-A-U-L-X, il écrit autre A-U-L-T-R-E, etc., etc. Et puis il y a quantité de lettres géminées, en particulier les consonnes labiales, donc il écrit souper avec deux P, après avec deux P, capitaine avec deux P. Toutes ces lettres sont redoublées juste par effet esthétique, parce qu'évidemment, elles ne sont pas prononcées. Et de la même façon, on peut dire aussi que, eh bien, si on regarde le manuscrit qu'on a sous les yeux, il utilise très peu de signes diacritiques, parfois un tilde ou un simple trait horizontal pour indiquer que les voyelles sont nasalisées, je vais y revenir tout à l'heure, et il ignore quasiment la ponctuation. Parfois, il y a un trait oblique qui sert de virgule, parfois deux traits obliques en guise de point final, et très rarement un point. Et de la même façon, les majuscules sont utilisées au début des paragraphes, mais vous voyez qu'en dehors de cela, il n'y a quasiment pas de majuscules qui permettraient par exemple de distinguer les noms propres, comme c'est le cas en français moderne. Donc il a une pratique de la langue écrite qui correspond tout à fait à son époque, avec une forte influence des étymologies latines, ou tout au moins des graphies étymologiques. Donc, dans la querelle des anciens et des modernes, qui secoue à ce moment-là la pratique écrite du français, Gilles de Gouberville est plutôt arrangé dans la première catégorie, assez traditionnaliste.
Sur la langue elle-même, sur sa pratique, la langue de Gouberville, c'est du français mêlé de dialectalisme. Pour être très clair, on dit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui devrais-je dire, qu'il n'existe pas dans les années 1550-1565 de littérature dialectale en Normandie. Les recherches que nous sommes en train de mener à l'université de Caen avec Patrice Lajoie et Christophe Manœuvrier sur un projet qui s'appelle Paroles de Normand montrent qu'en définitive, ce n'est pas tout à fait exact. Dès les années 1490-1499, dans Le Triomphe des Normands, Guillaume Tasserie affirme sa volonté d'écrire en normand pour se distinguer de Paris et de la cour. Il y a une revendication régionale dès la fin du XVe siècle, en vérité, dans la langue qui est pratiquée par certains. Et on sait par exemple que Gouberville, lorsqu'il va à Rouen, va assister au Puy des Palinots. Le Puy des Palinots, c'est une compétition littéraire, une compétition de poésie. Cette compétition est très suivie par la bourgeoisie rouennaise. Or, dans le milieu du Puy des Palinots, il y a déjà cette volonté affirmée d'avoir une pratique régionale de la langue. C'est-à-dire, nous sommes normands, nous avons des pratiques qui sont différentes de celles de Paris, et pourquoi on n'en serait pas fier et pourquoi on ne les utiliserait pas? Et donc Gouberville est confronté à ça. Et en même temps, ce n'est pas sa pratique à lui. Lui n'est pas du tout dans cette position-là. A priori, le document qu'il rédige est utilitaire, et son souhait est qu'il corresponde au code en vigueur dans la langue écrite de son époque. Donc il cherche à écrire le meilleur français qui soit, il corrige, ou tente de le faire, les tournures et les formes dialectales qu'il utiliserait à l'oral, et donc il surveille énormément ce qu'il écrit. Et c'est vraisemblablement pas ce qu'il aurait dit. Ou tout au moins, ça dépend du public auquel il se serait adressé. Alors, malgré tout, on va trouver dans sa langue, dans ce qu'il écrit, des formes qui sont régionales. D'abord en phonétique. On a des formes qui sont absolument normales, celles du moyen français. Alors pour situer un petit peu, en moyen français, le R est toujours apico-alvéolaire, c'est-à-dire que c'est la pointe de la langue, l'apex, qui vient contre les gencives et qui va vibrer. On fait R, autrement dit, on a un R qu'on appelle aujourd'hui roulé, alors que nous, aujourd'hui, nous avons un R dorso-vélaire, c'est le dos de la langue, dorsum, qui vient contre le voile du palais, velum, et qui fait frotter l'air. Vous voyez, différence. À l'époque de Gouberville, tous les R sont roulés. De la même façon, les voyelles sont nasalisées et les consonnes qui suivent sont articulées. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire un homme, une femme, un innocent, et pas un homme, une femme, innocent. Toutes les voyelles restent nasalisées. C'est à la fin du siècle qu'elles vont se dénasaliser. Peut-être déjà dans la langue de Gouberville, on aura l'occasion d'en reparler. Donc à l'époque, on dit à Andeville, et pas à Anneville, on dit à Valognes, et pas à Valogne. Valognes. Valognes. Dans la langue du XVIe siècle, le E central en syllabe intérieure s'amue. Donc ça veut dire que déjà, à l'époque de Gouberville, on va dire un carrefour, on va dire un carrefour. Clairement, c'est encore notre système, même si, écoutez bien, actuellement, on est en train de vouloir réintroduire cette lettre-là. Bon, on pourrait largement gloser sur ce fait. Depuis le XIIIe siècle, toutes les consonnes finales s'effacent. Donc on ne prononce pas, on n'articule pas les consonnes finales, à l'époque de Gouberville. Donc on dit bien sauce-ménie, on ne dit pas sauce-ménile, certainement pas. Alors le français aujourd'hui est très hésitant, il va dire du persil et un fusil, mais il va dire le grésil et il va dire un baril. À l'époque de Gouberville, c'est baril, c'est grésil, jamais la consonne finale n'est articulée. Dans la querelle des ouistes et des non-ouistes que j'ai évoquée tout à l'heure, Gouberville suit assez les tendances de l'époque, et en fait, lorsqu'il utilise un O, c'est en général le O qu'on va retrouver en français moderne. Et puis, au cours du XVIe siècle, sans qu'on sache bien pourquoi, il y a plusieurs influences qui ont été évoquées, l'adjectif qualificatif aigu va devenir aigu, sa voyelle initiale se ferme. Et par contamination, l'aiguille et aiguisé vont devenir aiguille et aiguisé. Alors, ou aiguisé.
parce que là aussi il y a une petite confusion. Alors si vous regardez dans le journal de Gouberville, on a toutes les formes possibles, il a toutes les variantes possibles. C'est-à-dire qu'on rencontre dans le journal de Gouberville une aiguille, des aiguillettes, des aigulettes, des aiguilles, des aigulettes, des aiguillettes, des aiguilles, des aiguillettes. Toutes les variantes existent sous la plume de Gouberville. On est dans une période de changement et lui-même ne sait pas bien où on en est. Et en revanche, il est plutôt moderne dans son emploi de psaume, parce qu'il utilise le 28 janvier 1550 un psaume. Il a réintroduit la lettre étymologique P, qui pourtant, à l'époque, n'était pas encore en général réintroduite. Maigret, que je citais tout à l'heure en 1542, il dit communément, nous disons psaume. Le P n'est pas réintroduit. Donc Gouberville, sur ce point-là, est très moderne, par exemple. Et puis, je le disais, il a aussi des caractéristiques dialectales dans sa langue. Alors, on retrouve dans la langue de Gouberville tous les grands traits de la phonétique régionale. D'abord, les phénomènes du nord-ouest d'Oïl, la palatalisation de que et de ge devant un a, elle avait donné en français standard un che et un je, et on retrouve dans la langue de Gouberville les formes initiales locales que et ge, c'est-à-dire qu'il utilise acaté et pas acheté, il parle à plusieurs reprises de break pour une brèche, il parle à plusieurs reprises de cache pour la chasse, de caudin pour le chaudin, de gueuline pour la geline, la poule, et parfois même il fait des hypercorrectismes, il corrige des mots qui ne devraient pas l'être. C'est par exemple ainsi qu'il parle de Jaspard parce qu'il croit corriger Gaspard, c'est par exemple ainsi qu'il parle de la foire de Gibray pour la foire de Guibray. Donc il corrige même des mots qui ne devraient pas l'être. De la même façon, pour ce qui concerne la palatalisation d'un que latin devant un e ou un i, ou d'un ti entre consonne et voyelle, eh bien, cette évolution avait abouti à une sifflante, un s en français, et à un che en Normandie. Eh bien, Gouberville parle par exemple d'un chigné pour un cimier, il parle d'écorche pour l'écorce, et il parle de machon pour maçon, ou pour un toponyme, il parle de perchi pour percy. Et donc on voit qu'il y a des mots qui lui échappent ainsi, et que dans sa pratique quotidienne, eh bien, il a une pratique normande en vérité. De la même façon pour le we germanique, et pour certains ve latins, qui avait abouti en français à un ge, après une étape gue. En Normandie, ils sont devenus un ve. Eh bien, Gouberville, à plusieurs reprises, parle d'un varet pour un guéret, et il parle toujours du V et non pas du gué. Donc on voit bien que là aussi, il a une pratique qui est normande. Et puis, il y a aussi des phénomènes qui sont ceux du Grand Ouest, des phénomènes qu'on partage avec toute la façade atlantique, la Bretagne, le Maine, l'Anjou, le Poitou, la Saintonge, et parfois même jusqu'à Bordeaux. Donc l'évolution d'un « long, d'un « i » bref latin qui, en français, vont aboutir à cette époque à « wa », c'est le résultat d'une diphtongue OI, c'est pour ça qu'on l'écrit toujours aujourd'hui OI, même si on la prononce wa. Eh bien en Normandie, ça s'était simplifié en E. Pour résumer très rapidement, on avait OI, OE, OUE, OUE, WA. Eh bien en Normandie, à la période OE, OUE, on va simplifier en E. Donc ça veut dire qu'on va dire en Normandie le ré et pas le roé. Gouberville, à plusieurs reprises, a cet usage. Il parle ainsi de la serre pour la foire, il parle ainsi de la serrée pour la soirée, et puis parfois, il corrige aussi alors qu'il ne devrait pas. Par exemple, il parle de vouer et de vouerie pour le ver et la verrerie. C'est en vérité pas ce phénomène phonétique, mais il corrige, parce qu'il lui semble qu'il doit corriger, et que donc il a une forme dialectale qu'il doit corriger. Bon, c'est pas vrai. De la même façon, la non-labialisation d'un « et » derrière des consonnes labiales, peu, be, fe, ve, me, eh bien, Gouberville est témoin de ça. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, par exemple, il parle du fin pour le foin, il parle d'agène pour l'avoine, donc il y a une absence de labialisation dans la pratique de Gouberville. Et de la même façon, lorsqu'il va voir le roi, il va à blé, il ne va pas à blouer. Donc il y a une absence de labialisation dialectale. Et puis, on en a vu un petit exemple tout à l'heure, Gouberville ferme aussi
art en R, et c'est ainsi que dans le journal, on a en 11 reprises une chérue pour une charrue, qu'on parle d'un quartier pour un quartier, et que l'anthroponyme Carto devient Carto. Donc, Gouberville laisse apparaître parfois comme ça des phénomènes majeurs qui sont des phénomènes normands. Il y a aussi des phénomènes mineurs, comme par exemple l'influence fermante d'un iode qui fait que yé va devenir yi. C'est ainsi que Gouberville va écrire à 133 reprises pénultime pour pénultième, qu'il va écrire concierge pour concierge, ou qu'il écrit une vergie et pas une vergée. En ancien français, vergier. Donc, on voit bien qu'il a aussi ce phénomène. De la même façon, il expire fortement le H, ce qui est un phénomène régional qui existait en français mais qui avait disparu à l'époque. Et c'est ainsi que, un jour, le 4 novembre 1549, mais également le 28 avril 1549, il parle de la raie du clos des ventes. La raie, il écrit avec un R, ce qui montre bien que dans sa pratique, il expire très fortement le H du mot « et ». Il dit la raie. Il a également comme phénomène la réduction d'un EU à E et non à U. Donc, à plusieurs reprises, il écrit vu et veut. Il y a les deux qui existent dans sa pratique. L'évolution du suffixe latin oriu, qui avait donné une diphtongue OI en français, eh bien, va donner E dans sa langue et non pas OUA à plusieurs reprises. Et c'est ainsi qu'il va parler de routour, de routeur, pour l'endroit où l'on fait rouir le chanvre. Et puis, il va parler de bouteux pour boutoir, le 3 novembre 1555, ce qui montre bien que dans sa pratique orale, il avait une pratique régionale. De la même façon, il conserve l'ancienne diphtongue AO, qui s'est déjà réduite à O en français à ce moment-là. Par exemple, il utilise le mot sauf pour sauf. Et de la même manière, l'ancienne triphtongue Yao, il la conserve. C'est le cas dans toute la partie du Cotentin qu'il peut fréquenter. Et c'est ainsi que, par exemple, il va parler de Triauville pour Tréauville, ou qu'il va parler de Yaoville pour Éoville. Enfin, il va fermer le O en OU devant une consonne nasale, ça c'est le français, mais peut-être déjà sous sa plume on rencontre la dénasalisation qui commence, et la dénasalisation des consonnes nasales régionalement ne va pas tout à fait forcément donner les mêmes voyelles qu'en français standard. Et c'est ainsi que, par exemple, on va trouver écrit à 2 reprises sous la plume de Gouberville un bounet et pas un bonnet, qui se prononce encore normalement à l'époque un bonnet, mais peut-être Gouberville déjà est en train de dénasaliser. Et de la même façon, on va rencontrer à 10 reprises sous sa plume un counin pour un conin, c'est-à-dire un lapin. Donc, il a clairement dans sa pratique phonétique des caractéristiques régionales. Dans la morphologie, il conserve des caractéristiques qui sont celles du moyen français, qui ne sont pas propres à la région, qui sont pour l'ensemble de la langue française. Par exemple, il emploie presque systématiquement une conjugaison analogique du passé simple de l'indicatif du verbe prendre. Il parle de prin et pas de pris, et au participe passé prince et pas prise. De la même façon, il y a une tendance au XVIe siècle pour le français à normaliser la conjugaison des passés simples en employant presque toujours les désinences du deuxième ou du troisième groupe en i, même pour les verbes du premier groupe, et on rencontre ça chez Gouberville, qui va par exemple dire que ça lui coûtit, ou encore qu'il va lire, et non pas ça lui coûta, ou alors qu'elle valère. Voilà. Je vous signale au passage, pour l'anecdote, que si vous vous rappelez de la chanson « Il était un petit homme Carabi », et qu'est-ce qu'il fit? Il tombit de l'arbre. Ce qui montre bien que c'est la tendance générale du XVIe siècle, et pas seulement Gouberville. Et puis là aussi, des tendances qui sont régionales dans la morphologie, c'est-à-dire que là où le français standard va utiliser la forme de l'article enclitique « o », lui, il utilise « et ».
et c'est quasiment systématique dans sa langue. Pour ce qui est de la syntaxe, il y a aussi quelques dialectalismes sous la plume de Gilles de Gouberville. Ils sont assez peu nombreux. Il lui arrive, mais c'est une tendance qu'on retrouve ailleurs, à utiliser un pronom personnel de la première personne du singulier avec une conjugaison, une forme conjuguée de la première personne du pluriel, et donc à dire j'arrivam, j'attagnim. Et puis, à 3 reprises, il emploie également un pronom personnel réfléchi de la troisième personne du pluriel et non pas du singulier. Et donc, il dit le dit René et son tienneau attendirent jusqu'à 11 heures à l'heure en aller à Gatteville et non pas à s'en aller à Gatteville. Et de la même façon, qui montait à cheval pour l'heure en aller et non pas pour s'en aller. Et en quel lieu les témoins avouaient assignation de l'heure trouvée et non pas de se trouver. Je ne m'étendrai pas sur le lexique, parce que, évidemment, il y a de très très nombreux exemples de vocabulaire régional utilisé par Gouberville. Je vais vous renvoyer aux analyses qui ont déjà été faites, notamment celle de René Leplé dans un des exemplaires de... Je suis en train de chercher le nom, aidez-moi. Des cahiers goubervilliens. Et puis, il y a aussi, qui avait été publié par la Société d'archéologie d'histoire de la Manche, une étude et document d'André Dupont qui était consacré à la langue de Gouberville, dans lequel vous allez trouver de nombreux exemples. Juste dire qu'il y a des mots qui sont aujourd'hui dialectaux dans la langue de Gouberville qui ne l'étaient pas à l'époque. Par exemple, amont, employé comme préposition, n'était pas spécifiquement dialectal à l'époque, ça l'est devenu. Le mot allumelle, par exemple, pour désigner lame de couteau, qui aujourd'hui s'emploie dans les patois et qui a disparu de la langue standard, eh bien, à l'époque, c'était standard. Et puis, ce qui fait assez plaisir, c'est qu'on retrouve évidemment chez Gouberville quantité de termes de français régional qui sont encore employés aujourd'hui, des mots comme chasse pour désigner un chemin creux, une vergée, un clos, pilé, une clanche. Eh bien, on les utilise encore aujourd'hui en français régional. Ils étaient déjà employés par Gouberville. Alors, pour conclure, puisque je crois que j'ai largement fait mon temps, pour conclure, je vais me livrer à un petit exercice de haute voltige et je vais essayer d'essayer de vous faire entendre ce que pouvait dire Gouberville. Dans un premier temps, s'il s'était adressé à Madame d'Étouteville ou à Thomas Laguette, c'est-à-dire en essayant de respecter un français standard de l'époque, standard du XVIe siècle, et dans un deuxième temps, comment il se serait adressé à l'un de ses proches en ne surveillant pas sa pratique et en laissant passer des termes ou des prononciations régionales, si par exemple il s'était adressé à Thomas Drouet. Alors j'ai pris pour cela l'exemple du texte des 23 et 24 août 1549. Vous avez le texte de Gouberville sous les yeux et on regarde ce que ça pouvait donner. Alors, dans un premier temps, français standard du XVIe siècle. Le vendredi 23e, je ne bougeais de séance. J'envoyais mon Arnoué à Saint-Martin-de-Ly, cueilli du Surmont. Le tonnerre les surprend là. Il tonna, et plus merveilleusement, toute la matinée. Quand Nicolas Levalet et Richard Paris furent revenus de Saint-Martin, nous fûmes à la haie de Digonville, cueillis le reste d'un chêne, et de là, je m'en allai chez Jean Liot, Simonet, avec moi. Il était à Fermandville, à faire cueillir des pommes. Sa femme me donna un fromage. Le samedi 24e, dès le matin, je m'en allais à Montebourg, Jean Liot avec moi. J'y vendis 2 genisses, 6 livres, et une vache, 6 livres. Puis, nous en vînmes à Valognes, chez Denis, où nous soupâmes et couchâmes. Il y avait un gentilhomme écossais,
de la garde du Rouet, qui est alloué à Cherbourg pour les Écossois qui étaient prisonniers. Prononciation standard XVIe siècle. S'il s'adresse à Thomas Drouet, par exemple. Le vendredi 23e, je ne bougeais de séance. J'enveillais mon herné à Saint-Martin-de-Lis, cri du Surmont. Le tonnerre les surprend là. Ils tournaient et pieux merveilleusement toute la matinée. Quand Nicolas le Valet et Ricaire Perry furent revenus de Saint-Martin, nous fûmes à la haie d'Igoville, cri, un reste d'un Kéen, et de là, je m'en allais chez Jean Liot, Simonet à Vemey. Il était à Fermanville, à faire cueillir des poumes. Sa femme me donna un fromage. Le samedi 24e, dès le matin, je m'en allais à Montbourg, Jean Liot à Vemey. J'y vendis 2 geniches, 6 livres, une vaque, 6 livres. Puis, nous en vînmes à Valognes, chez Dny, où nous soupâmes et couchâmes. Il y avait un gentilhomme écossais de la garde du Ray qui allait à Chitbourg pour les Écossais qui y étaient prisonniers. Voici, après cet exercice périlleux, mais où j'espère que vous avez pu sentir la différence évidemment avec le français moderne, mais aussi entre une pratique normée de la langue orale et une pratique libre, spontanée de la langue orale du XVIe siècle, des différences assez marquées. Voilà. Après m'être couvert de ridicule, eh bien, je vous abandonne là. Merci beaucoup.